Pensez à tout le temps qui est perdu chaque jour en clics répétitifs, genre de travail qui use les équipes pour rien. Et si on pouvait éliminer toute cette friction? Si le travail vraiment important pouvait se faire tout seul, en arrière-plan? C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui, comment on passe de la simple interaction avec un ordinateur à une véritable cognition automatisée. On connaît tous la fameuse phrase de Steve Jobs, « L'ordinateur, c'est une bicyclette pour l'esprit ». C'est un outil qui devait amplifier nos capacités intellectuelles. Eh bien, aujourd'hui, cette idée-là, elle va beaucoup plus loin. On ne parle plus juste d'amplifier la pensée, mais bien d'amplifier notre capacité à agir, et ce, à très grande échelle. Bon, première section, la fin des clics inutiles. On passe du contrôle et commande à l'observation et l'automatisation. Ça fait des décennies qu'on s'adapte à nos machines, hein? On a appris les menus, la syntaxe et plus récemment, l'art de prompter une IA. Mais et si pour une fois c'était la machine qui s'adaptait à nous? Si elle pouvait juste nous regarder faire et apprendre? C'est un changement de paradigme complet et on va voir ce que ça implique. Ces tableaux y résument super bien l'évolution. On est parti de la ligne de commande où il fallait littéralement parler le langage de l'ordinateur pour arriver à un point où la machine nous observe. Pour une entreprise, c'est une révolution. Ça veut dire que la technologie peut enfin apprendre directement des meilleurs experts, juste en les regardant travailler. Plus besoin de programmation complexe, plus besoin de longs cycles de développement. Et le but de tout ça, la destination finale, c'est ce qu'on appelle le Zero UI, l'interface utilisateur zéro, ou invisible si on veut. L'idée, c'est que la technologie travaille pour nous en arrière-plan sans qu'on ait à interagir avec elle constamment. Pensez-y, ça réduit la friction, ça réduit le context switching qui nous épuise et au final, ça diminue la fatigue mentale. Bref, moins de charge cognitive pour les équipes et plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. OK, deuxième partie, une nouvelle sorte de main-d'œuvre, comprendre les agents IA et les grands modèles d'action. Alors, comment ça marche, cette interface invisible? Le moteur derrière tout ça, c'est une toute nouvelle sorte de main-d'œuvre, une main-d'œuvre d'intelligence artificielle. Elle est basée sur ce qu'on appelle les grands modèles d'action, ou LAMS en anglais. C'est quoi un grand modèle d'action? Le point vraiment crucial à retenir, c'est la différence avec un LLM comme ChatGPT. Un LLM, ça peut nous dire comment faire quelque chose. Un LAM, lui, il peut le faire pour de vrai, c'est-à-dire naviguer sur un site web, remplir des formulaires, cliquer sur des boutons, bref, accomplir des tâches de A à Z de façon complètement autonome. Et là, on voit la grosse différence avec l'automatisation traditionnelle, le RPA. Les anciens systèmes étaient super fragiles. Ils se balaient sur des sélecteurs CSS ou XPath. Au moindre petit changement sur un site web, tout cassait. Il fallait tout recommencer. Les nouveaux agents, eux, c'est complètement différent. Ils utilisent la vision par ordinateur. En gros, ils voient et comprennent l'écran comme un être humain. Donc, si un bouton change de place, pas de problème, l'agent s'adapte. C'est beaucoup, beaucoup plus robuste. Et pour que ce soit fiable, ce n'est pas juste un seul gros robot qui fait tout. C'est plutôt comme une petite équipe d'agents spécialisés qui travaillent ensemble. Il y en a un, le planificateur, qui décompose l'objectif en étapes. Un autre, l'acteur, qui exécute les clics et la saisie. Un validateur qui vérifie que tout s'est bien pensé. Cette structure en équipe, ça permet de gérer les erreurs de façon beaucoup plus intelligente, ce qui est absolument essentiel pour des processus d'affaires critiques. OK, section 3, l'automatisation par la démonstration, ou le paradigme enregistré pour automatiser. Tout ça peut paraître bien complexe, mais ce qui est fascinant, c'est que créer ces agents est en fait d'une simplicité surprenante. Ça fonctionne sur un principe de « montre-moi, ne me l'explique pas ». Le processus est simple en 4 étapes. D'abord, on enregistre. Un employé fait sa tâche normalement et un enregistreur en arrière-plan capture tout. Deuxièmement, l'IA analyse cet enregistrement pour comprendre le but et la logique. Troisièmement, le système construit un agent réutilisable. Et enfin, quatrième étape, cet agent peut exécuter la tâche tout seul. Le gros avantage ici, c'est que les experts du domaine, ceux qui connaissent vraiment le travail, peuvent créer leurs propres automatisations. On n'attend plus après les développeurs. La vitesse à laquelle on peut déployer des solutions est juste radicalement plus rapide. J'adore cette analogie. C'est le GarageBand des flux de travail cognitifs. Pensez-y, GarageBand a permis à n'importe qui de créer de la musique sans être un musicien professionnel. Eh bien là, c'est la même chose pour l'automatisation. N'importe qui dans l'entreprise peut maintenant composer des processus automatisés complexes sans écrire une seule ligne de code. On arrive maintenant à la 4e section, et probablement la plus importante pour tout leader opérationnel, la nouvelle économie des opérations. En clair, on va parler du retour sur investissement. Quel est l'impact tangible de tout ça sur le business? Les chiffres des premières études sont assez frappants. On parle d'une exécution des tâches 88,3 % plus rapide que les travailleurs humains.
C'est énorme. Pour des tâches de saisie, de traitement des données, les agents sont tout simplement dans une autre ligue en termes de vitesse. Et évidemment, qui dit plus vite, dit moins cher. Regardez ça. 96,2 % de réduction des coûts pour accomplir les mêmes tâches. On parle d'un effondrement des coûts. Ça change complètement la structure des budgets opérationnels. C'est une transformation économique majeure. Et les projets pilotes le confirment. On voit ici l'impact sur les tâches récurrentes. Le temps d'exécution diminue, le volume de révision manuelle chute drastiquement, et en plus, la qualité des données augmente. C'est vraiment le meilleur des mondes. On gagne sur la vitesse, sur le coût et sur la qualité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on change d'époque. L'ère du SaaS, c'était des outils pour rendre les humains plus productifs. L'ère des agents IA, c'est différent. Les agents sont la main-d'œuvre. Ils sont les exécutants. Et ça change complètement les calculs économiques d'une entreprise, du plafond de productivité jusqu'au coût d'exécution. Ça nous amène à un concept fascinant, la montée de l'entreprise d'une seule personne. Le point crucial, c'est que cette technologie permet des modèles d'affaires radicalement plus efficaces. Un seul fondateur, un seul gestionnaire, peut orchestrer une véritable armée d'agents pour accomplir le travail d'une équipe de 10, 20, voire 50 personnes. C'est vraiment l'avènement de l'entreprise hyper efficiente. Section 5. Bâtir l'entreprise invisible. Gouvernance et confiance dans un monde zéro UI. Parce qu'évidemment, si les interfaces deviennent invisibles, la confiance, elle, doit devenir plus visible que jamais. Pour que ça marche, un déploiement réussi repose absolument sur un cadre solide de gouvernance et de sécurité. Pour construire ce système de confiance, il y a 5 blocs de construction essentiels. On a une couche de contexte pour que le système comprenne la situation, une couche d'intention pour prédire les besoins, la couche d'exécution, bien sûr, où les agents agissent, et crucialement, une couche de feedback pour avoir des traces claires et une couche de sécurité pour tout ce qui est approbation et permission. Chaque pilier est indispensable pour s'assurer que les agents travaillent de façon contrôlée et prévisible. Et ce tableau, il montre très bien comment on peut rendre la confiance technique opérationnelle. On parle de principes comme l'agence minimale, c'est-à-dire limiter le pouvoir de chaque agent pour réduire les risques. On parle d'audit à double attribution pour savoir exactement qui ou quoi a fait chaque action. Et l'atténuation des permissions pour éviter qu'un agent ait plus de droits qu'il ne le devrait. Le message clé, c'est que chaque action est contenue, tracée et vérifiable. Le contrôle humain reste au centre. Alors, comment on déploie ça concrètement? La clé, c'est d'y aller par étapes, de façon stratégique. On ne lance pas ça partout d'un coup. On commence par identifier un processus à haute fréquence, mais à faible risque. On le cartographie, on définit les points de contrôle humain, on fait un prototype avec un petit groupe, puis un projet pilote où on mesure tout, le temps, les erreurs, la confiance des utilisateurs. C'est seulement après avoir prouvé la valeur et bâti cette confiance qu'on peut penser à déployer à plus grande échelle. Et le succès, ça se mesure, pas avec des impressions, mais avec des données. On compare le avant et le après sur des métriques très claires, le temps moyen pour compléter une tâche, le taux d'exception manuel et même le temps de formation des nouveaux employés qui diminue. C'est comme ça qu'on quantifie le retour sur investissement de façon indiscutable et qu'on peut justifier d'aller plus loin. On termine avec cette question. Et si le travail qui a le plus de valeur ne nécessitait aucun clic? Au fond, l'enjeu, ce n'est pas juste d'automatiser des tâches répétitives pour sauver du temps, c'est de complètement réimaginer notre relation à la technologie pour libérer ce qui fait notre force, la concentration stratégique, la créativité. C'est là que se trouve la vraie valeur.